C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette enquête de plusieurs médias sur les conditions de l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois. Elle met en lumière les défaillances de l'armée française dans cette affaire. La force Barkhane suivait de très près le projet du journaliste d'interviewer un chef djihadiste. L'a-t-elle utilisé à son insu pour localiser le terroriste? Élément de réponse dans un instant. La guerre qui continue à faire rage au Soudan. Les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires se poursuivent malgré un accord de trêve signé à Djeddah en Arabie Saoudite. Les déplacés se multiplient, les réfugiés aussi. Nous irons à la frontière éthiopienne dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous vous emmènerons en Côte d'Ivoire à la rencontre d'une productrice locale de cacao. Le pays est le premier producteur mondial, mais seuls 35 à 40% du cacao est transformé dans le pays. Une tendance que le gouvernement veut changer. Les détails à suivre. Les militaires de la force Barkhane auraient tenté d'utiliser le journaliste français Olivier Dubois à son insu pour localiser un chef djihadiste sans empêcher son enlèvement au Mali en 2021. C'est ce que révèle une enquête menée par plusieurs médias français. Florent Rodeau avec Antoine Fenot. L'enlèvement d'Olivier Dubois aurait-il pu être évité? C'est en tout cas la conclusion d'une enquête menée par plusieurs médias dont le quotidien Libération. Enquête qui pointe du doigt des dysfonctionnements au sein de l'armée française et plus précisément de la force Barkhane. Des militaires informés à l'époque du projet du journaliste de rencontrer pour un entretien le djihadiste Abdallah al-Bakaï. Avril 2021, Olivier Dubois est en contact depuis plusieurs mois avec un intermédiaire. Surnommé Kader, il n'est pas uniquement une source pour le journaliste, il est également indicateur de l'armée française. Une force Barkhane qui envisage de profiter de la rencontre au nord du Mali pour localiser le djihadiste. À la dernière minute, les militaires français renoncent pour des raisons de sécurité, mais ne déploient aucun moyen pour empêcher l'enlèvement du journaliste. Alors, y a-t-il eu faute de l'armée avec cette opération de renseignement? Un rapport d'inspection interne conclut, lui, à une mauvaise évaluation de la situation. Il n'y a pas eu de faute personnelle au sein de la force Barkhane. Mais la sensibilité du sujet n'a pas fait l'objet d'une prise en compte à un niveau suffisant, permettant de conduire une action dissuasive à l'encontre du journaliste. Des conditions de sécurité précaires qui poussent les médias pour lesquels Olivier Dubois travaille à l'époque à refuser son reportage. Le journaliste expose alors ses difficultés financières à Kader. Quelques semaines plus tard, le fixeur indicateur revient vers lui avec de l'argent destiné à payer son billet d'avion et sa chambre d'hôtel. Il explique alors à son interlocuteur que c'est le djihadiste Abdallah al-Bakaï lui-même qui finance le projet de rencontre, des éléments que Kader transmet de son côté secrètement à la force Barkhane. La suite est connue, Olivier Dubois passera 711 jours aux mains des djihadistes. Contacté par plusieurs médias, le ministère des Affaires étrangères et l'état-major ont refusé de commenter ces révélations. Journée tendue en Guinée, les militaires au pouvoir ont annoncé réquisitionner l'armée face à de nouvelles manifestations de l'opposition prévues ce mercredi et demain jeudi. La junte a menacé d'appliquer les lois antiterroristes. Elle prévoit jusqu'à la prison à vie contre ceux qui se rendraient responsables d'une situation de crise. La manifestation de ce mercredi s'est déroulée dans le calme. On en vient à ces prévisions de l'ONU au Soudan. L'organisation internationale prévoit 1 million de déplacés dans le pays alors que les combats se poursuivent malgré un accord de trêve humanitaire signé à Djeddah en Arabie Saoudite. À Port-Soudan, les réfugiés affluent et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Antoine Fenot. Sur le tarmac de l'aéroport de Port-Soudan, ces deux avions viennent d'atterrir et ils sont porteurs de bonnes nouvelles. 2 appareils en provenance du Qatar et d'Égypte à leur bord, plusieurs dizaines de tonnes d'aide médicale et humanitaire à destination des Soudanais. Port-Soudan, îlot de calme relatif pour des milliers de déplacés dans un pays en guerre. Ici, les campements de fortune se multiplient, hommes, femmes et enfants vivent à même le sol. Il n'y a pas d'abri, on n'a aucune famille pour nous accueillir, on ne peut pas rentrer chez nous. Où est-ce qu'on peut aller ? On ne peut plus supporter ça. La guerre, les destructions, on ne dort pas. Avec les moustiques, c'est très difficile. On veut partir. Aidez-nous à rejoindre un endroit sûr. Après 1 mois de combat, la situation est inchangée ou presque. Les affrontements se poursuivent toujours entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide.
À Khartoum, tirs d'armes lourdes et d'artillerie se multiplient. Réunis à Djeddah en Arabie Saoudite, les deux camps avaient pourtant signé un accord visant à faire respecter les principales règles humanitaires. Accord non respecté et dont les principales victimes sont les civils. Selon les Nations Unies, les combats ont fait plus de 930 000 déplacés. Près de 200 000 Soudanais ont ainsi pris la direction des pays voisins, comme l'Égypte, l'Éthiopie et surtout le Tchad. Il n'y a pas que des déplacés, il y a aussi ceux qui réussissent à se réfugier dans un pays voisin. Depuis le début de la guerre, plus de 20 000 personnes ont traversé la frontière éthiopienne et arrivent dans la petite ville de Metemma. La moitié de ces personnes sont des Éthiopiens qui rentrent chez eux. Reportage à Metemma de Clotilde Hazard. La frontière éthiopienne comme une ligne d'arrivée pour sauver sa vie. 600 réfugiés arrivent chaque jour. Beaucoup de Soudanais, dont Slimane et ses amis, étudiants de l'université de Khartoum. Les soldats des Métis sont arrivés et sont restés là où nous vivions. Et ça commençait à être dur, parce que les avions de l'armée survolaient et bombardaient la zone le matin et l'après-midi. Nous, nos vies étaient en danger. La guerre a éclaté sans prévenir. Il a fallu fuir du jour au lendemain, à peine un sac sur le dos, sans argent. Une longue route clandestine, car de plus en plus, les militaires soudanais refusent de voir fuir les jeunes hommes et les empêchent de rejoindre la frontière. Aujourd'hui, Slimane et ses amis demandent l'asile politique. Ici, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'occupe d'eux. Un centre de transit pour demandeurs d'asile vient tout juste d'être construit. Tous les services nécessaires sont offerts sur place. C'est vrai que c'est un début, ça paraît difficile, chaotique, mais en tout cas, nous faisons de notre mieux pour, disons, les accueillir dans des conditions décentes. Sur les 3000 réfugiés qui demandent la protection internationale, 500 sont relogés dans ce centre temporaire. Les 3/4 sont érythréens et avaient déjà le statut de réfugiés au Soudan, comme Jonas, qui s'apprêtait à partir au Canada quelques jours avant le début de la guerre. Je vivais à Khartoum et je suivais une procédure de réfugié depuis longtemps. C'était long, 6 ans, et tout à coup ce désastre s'est produit. Quand je me disais ça y est, je suis arrivé au bout de la procédure, la guerre a commencé. Slimane vient d'arriver. Il découvre la pièce dans laquelle il va rester avec 10 autres Soudanais, un lieu d'attente pour des mois, peut-être des années, qui met fin à leur projet de vie. Mon rêve était d'avoir un diplôme et terminer mon master. Je passais un diplôme en psychologie et mon rêve était de le terminer pour avoir un métier et travailler. Difficile maintenant d'imaginer l'avenir. Après un mois de conflit, les négociations n'ont mené à aucune trêve au Soudan. Cette nouvelle découverte de corps dans la forêt de Shakahola au Kenya, 15 nouveaux cadavres ont été exhumés sur les lieux où se réunissait la secte dont le chef prônait le jeûne pour rencontrer Jésus. Au total, 226 personnes sont décédées après s'être laissées mourir de faim. On poursuit notre série au Somaliland. Ce pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale a un défi de taille, développer son économie. Le PIB est à 3,5 milliards d'euros pour environ 5 millions d'habitants, une somme extrêmement faible. Si le pays met en avant sa stabilité politique, il reste compliqué d'attirer les investisseurs étrangers. Reportage de Bastien Renouille. Le port de Berbera est en cours de modernisation. La société émirati DP World a investi plus de 400 millions d'euros. Porte d'entrée du Somaliland, il peut désormais recevoir 500 000 containers par an. Depuis que nous nous sommes développés, nous pouvons accueillir des bateaux transportant 10 000 containers. Ils viennent de Chine ou d'Inde. Grâce à cela, nous pouvons approvisionner les autres ports de la région. Desservir l'Éthiopie, concurrencer le port de Djibouti, les autorités essaient de développer les infrastructures somalilandaises. Hargeisa, la capitale, est elle aussi en pleine expansion. Immeubles, hôtels et centres commerciaux se multiplient. Derrière nombre de projets, la diaspora. Venez, je vais vous montrer une de nos chambres. Après 20 années en Angleterre, Mustapha est revenu investir dans son pays. Chambre de luxe, restaurant, il a dépensé près de 7 millions d'euros pour créer cet endroit.
Si vous investissez au Somaliland, le taux de rendement est très élevé. En ce moment, grâce à la stabilité du pays, l'économie est en pleine croissance. Au moins 40% de la population bénéficie de transferts d'argent de la diaspora. Le ministre des Finances admet que cette dernière a un rôle primordial. Pour pouvoir se développer plus facilement, il faudrait selon lui que le Somaliland soit reconnu. Si aujourd'hui nous voulons construire un nouveau port ou une route, cela coûte des centaines de millions de dollars. Normalement, un pays reconnu irait voir la Banque mondiale ou une institution financière internationale et emprunterait de l'argent. Nous ne pouvons pas le faire. Une aide internationale aujourd'hui jugée indispensable. S'il devait apparaître dans les données de la Banque mondiale avec un PIB par habitant d'environ 700 €, le Somaliland serait le pays le plus pauvre de la planète. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Actuellement, environ 35 à 40% du cacao est transformé dans le pays. Le reste est exporté. Une tendance que le gouvernement voudrait inverser. Caroline Lambollet nous emmène à la rencontre d'une productrice locale. Pour Viviane Kwame, le chocolat, c'est une histoire de passion. Son pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur mondial d'or brun. Mon premier contact avec le cacao, je devrais avoir, si ma mémoire est bonne, 16-17 ans. Je suis allée en plantation et j'étais émerveillée par ce arbre. On a l'impression qu'il a des bébés au dos parce que les cabots sont sur le tronc. Regarde là, on en a. Là. Elle se fournit à la source, pas mal, celui-là. Dans une plantation située à environ 300 km d'Abidjan. Son concept, c'est de la fève à la tablette. Mon but, c'est de pouvoir valoriser, comme je le dis encore, je me répète, le Made in Côte d'Ivoire. Donner une note de noblesse au chocolat, au cacao de Côte d'Ivoire. De montrer aux yeux du monde qu'on peut faire du bon chocolat avec des fèves de qualité. Comme j'aime à le dire, il ne peut y avoir de chocolat sans cacao. Du col de sa veste à l'emballage de ses produits, la Côte d'Ivoire est à l'honneur, pour le plus grand bonheur des clients. Et cette boîte-là, surtout avec notre couleur, c'est superbement emballé. J'adore. Et je dis merci à Chocovi. La dame, elle est jeune, elle est ivoirienne, elle fait son chocolat en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est des trucs qu'on s'est dit vraiment que c'est pas ici. On s'est dit peut-être ça vient de l'Europe, mais c'est vraiment fait ici. Je suis impressionnée au fait. La Côte d'Ivoire est le leader mondial du cacao. Mais plus de 50% de sa production est exportée et transformée à l'étranger, privant ainsi l'économie nationale de la valeur ajoutée créée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.